Europe 1 Soir. Il est 18h37 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir Pierre. Écrivain, éditorialiste à l'Express, président de Planète Finance. Vous rentrez tout juste d'Inde où justement Planète Finance a des activités, alors que l'Inde, mais aussi la Chine, le Brésil et même la Russie accusent des baisses de régime. Les taux de croissance ne sont plus ceux qu'on a connus. La roupie, la monnaie indienne, a connu un vendredi noir, vendredi dernier. Question, est-ce un premier signe de déclin pour les pays émergents ? Non, on ne peut pas dire ça. Ce sont des pays qui ont une forte croissance et qui, dans les 30 ans qui viennent, seront des fortes puissances. Mais c'est plus la croissance d'avant, c'est plus la croissance de 2000-2010, de la décennie passée. Oui, mais enfin, la croissance reste à 5-6% par an, ce qui reste très considérable et qui est très supérieur évidemment à la croissance des pays développés, y compris la croissance américaine. Mais il est normal qu'à un certain moment, ils atteignent une petite maturité qui les fait décroître. La grande croissance, celle des 10%, on va passer en Afrique. C'est ça le grand continent du... On va y venir après, oui. Mais l'Inde connaît une difficulté comme tous les autres parce que c'est là où la globalisation se manifeste. C'est que la phrase de M. Bernanke, disons qu'ils vont peut-être restreindre le crédit aux États-Unis, a entraîné des anticipations que les taux d'intérêt allaient monter aux États-Unis et a entraîné immédiatement tous ceux qui avaient placé de l'argent ailleurs qu'aux États-Unis, se dire peut-être qu'on va aller gagner plus d'argent en le mettant aux États-Unis. Et l'argent a quitté les pays ayant des déficits de balance des paiements, c'est-à-dire essentiellement le Brésil et l'Inde. Et l'argent est parti très largement à cause de ça, enfin uniquement à cause de la déclaration de Bernanke. Et on rappelle qui est ce monsieur ? C'est le président actuel de la Banque fédérale, la Banque centrale américaine. Et cette déclaration a entraîné cette attente d'une hausse des taux d'intérêt qui aura lieu sans doute, parce que les Américains vont certainement, après le changement de président de la Banque fédérale dans les prochaines semaines, avoir ce genre de réaction. Et puis l'Inde a très mal réagi, a fait des bêtises en annonçant que dans ce cas-là, il ferait un blocage des capitaux. Alors évidemment, comme ils ont annoncé sans le faire, tous les capitaux ont commencé à sortir. Mais ça ne change rien au fait que fondamentalement, l'économie indienne est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que c'est bientôt le premier pays du monde en termes de population, avant la Chine, que ça va rester le pays le plus jeune, un des pays les plus jeunes du monde. En termes de population ? En termes de population, ils vont dépasser 1,5 milliard, alors que la Chine va redescendre jusqu'à 1 milliard. Mais comme il part de très loin, parce que le niveau de vie indien aujourd'hui, c'est le tiers du niveau de vie chinois, on calcule qu'en 2050, au rythme actuel, qui sont que des tendances, le niveau de vie chinois sera celui de la Suède d'aujourd'hui, pas de la Suède de 2050, et que le niveau de vie indien sera celui de Taïwan, ce qui n'est quand même pas si mal. Donc je pense que l'Inde sera la grande puissance dont on parlera. En plus, elle est beaucoup plus fascinante que d'autres pays pour des tas de raisons. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le fait que les indices européens et américains se relèvent, on n'avait pas vu ça depuis 2007. D'ailleurs, je me souviens que vous étiez un des premiers ici même à Europe 1 à dire attention, on rentre dans une crise économique globale et longue et qui va durer longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si on est encore sorti parce que non, là, pas on du dit tout. Pas du tout. On dit voilà, on a 0,5% de plus de PIB, 0,7 en Allemagne et 1,7 je crois aux États-Unis. Donc ça y est, c'est reparti. Non, pas du tout. Mais cela dit, ça fausse les choses puisque les observateurs voient qu'effectivement, il y a des flux de capitaux qui reviennent assez automatiquement vers les pays occidentaux. Donc, oui. C'est quoi ? C'est un leurre de quelques semaines, quelques mois ? Non, les pays occidentaux sont évidemment plus sûrs en termes d'investissement. Et si les taux d'intérêt se relèvent, aucune raison d'investir dans les pays où les taux d'intérêt sont négatifs. Mais quand les taux d'intérêt se relèvent un peu, les capitaux bougent dans cette direction. Mais il n'empêche que le monde est en train de s'équilibrer, que les pays émergents vont être les facteurs de croissance les plus forts et que notre croissance à nous reste très faible. Il ne faut pas oublier qu'en France, en raison de notre croissance démographique, si on n'a pas une croissance supérieure à 1,5% du PIB, le PIB par habitant, qui est la seule chose qui compte, baisse. Et l'emploi n'augmente pas. Donc nous sommes très 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 loin du début, du commencement de la convalescence. D'accord, donc on est vraiment très très loin d'une sortie de crise. Mais malgré tout, il y a des signes optimistes. Cela dit, on parle de l'Europe, mais les États-Unis, de leur côté, il y a quand même des indicateurs, ne serait-ce que boursiers. On a vu les indicateurs boursiers, je les ai perdus, je les avais sous la... Non, c'est clair, on est à des niveaux très élevés, en Europe aussi, parce que, en particulier en France, parce que comme la France est un pays tout à fait respectable et crédible, qui remboursera sa dette, et que tout le monde doit placer, tous les grands détenteurs de capitaux doivent placer leur argent en euros, ils le placent en France, et la France n'a aucun problème de gestion de sa dette. C'est peut-être même quelque chose qui va lui permettre de ne pas faire les réformes, malheureusement. C'est-à-dire que notre dette est facile à financer. Aux États-Unis, où j'étais avant d'être en Inde, toujours pour les mêmes raisons, à la fois là c'était pour trouver des financements pour Planète Finance, tandis qu'en Inde c'était pour voir les programmes que nous mettons en œuvre sur place.
la grande discours à la mode, c'est nous allons rester la première puissance du monde, mais non pas nous les États-Unis, mais les États-Unis plus le Canada plus Et le le Mexique. Mexique, Voilà. oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'Empire romain qui... Mais c'est une annonce à la légère, ça, ou c'est déjà vraiment fondamentalisé, j'allais dire? C'est idéologisé en tout cas. On Ouais. trouve ça dans les discours des grands dirigeants américains. On trouve ça, c'est une nation qui a une capacité à organiser un discours idéologique qui ressemble beaucoup, toute proportion gardée, parce que ça n'a évidemment rien à voir avec l'Union soviétique. C'est-à-dire il y a vraiment entre les médias américains, les centres de recherche, l'appareil d'État, une capacité à construire un projet d'avenir. Et le grand projet d'avenir américain, c'est nous, le gaz, la population mexicaine, les grands territoires et les immenses ressources du Nord canadien, on est les maîtres du monde, les rois du pétrole au sens Mais propre et ils large. ont décidé ça dans le bureau Oval tout seuls comme des grands, ou est-ce que le Canada et le Mexique sont au courant, ou alors ils l'ont appris après, et qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, c'est la bonne question. Ils sont évidemment pas au courant ni pas d'accord, même s'ils ont le NAFTA, ce que nous disons l'appelons l'ALENA, qui est leur ensemble. Et d'une certaine façon, la question de savoir où est le numéro de téléphone de l'Europe se pose aussi pour l'ensemble. Mais entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, le numéro de téléphone, on le connaît, c'est celui de la Maison-Blanche. Tandis que pour l'Europe, on ne le connaît pas, puisqu'il n'est ni à Paris, ni à Berlin, ni à Bruxelles. Mais malgré tout, l'autonomie canadienne est considérable, la susceptibilité mexicaine à l'égard des États-Unis est gigantesque, et donc je pense que ce sera extrêmement difficile pour eux d'afficher une unité de cet ensemble. Alors on parle des BRICS, on va aussi parler des gens qui se tournent vers d'autres pays, notamment l'Afrique subsaharienne. Juste une petite pastille sur la Russie, parce qu'on l'a un peu, en tout cas, amalgamé, peut-être à faux titre, mais en tout cas, on parle d'elle comme un pays émergent également. On connaissait une croissance en Russie de 7% dans les années 2000. Aujourd'hui, elle est 1,7. Ça veut dire quoi? C'est la fin des milliardaires russes? Non, ce qui se passe dans le monde, en Russie comme ailleurs, c'est qu'au contraire, la richesse se concentre dans un petit nombre de gens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un problème de stabilité de cette croissance. C'est que alors qu'en Europe et aux États-Unis, on a connu une croissance de la classe moyenne, en Inde, en Chine, au Brésil, il n'y a pas de classe moyenne. Il y a les pauvres. Et les riches. Et les ultra riches. Et donc, la classe moyenne qui stabilise le système politique, qui demande la propriété, qui demande la démocratie, qui crée une stabilité politique, n'est pas là. Et c'est ça qui est assez inquiétant pour l'avenir de ces pays. Et en Russie, c'est pareil. Avec la Russie qui a perdu, la bourse de Russie, depuis le début de l'année, moins 15%. Oui, mais c'est pas, si vous me permettez, ce n'est pas le critère le plus important pour moi. Le critère le plus important, c'est la naissance stable d'une classe moyenne qui, elle, a besoin d'un état de droit stable. Et sans état de droit stable, il n'y a pas de démocratie et d'économie de marché durable. Donc l'avenir de la Russie, je le pense depuis 25 ans, c'est là où pour ça que j'avais pensé à créer la BERD et à unir la Russie à l'Europe, c'est de faire partie de l'Union européenne. Tant que la Russie se voit à la fois en situation de ne pas pouvoir le demander, au moins d'être membre, je ne dis pas plein, mais au moins rattaché, ce qu'elle souhaite d'ailleurs, mais elle ne fait pas l'erreur de la Turquie, elle ne le demande pas pour qu'on ne le lui refuse pas. Les Russes, ils font comme le Royaume-Uni, ils veulent le beurre et l'argent du beurre sans en faire partie. C'est notre intérêt de stabiliser la Russie. Alors, nouvelle carte des flux de capitaux, et puis alors, effectivement, on a vu un grand géant du textile, H&M, installer ses fabriques, non plus en Asie, mais en Afrique subsaharienne. Ça, c'est vraiment un nouveau territoire? Alors, dans le cas présent, ce n'est pas l'Afrique subsaharienne, mais vous avez raison, puisque c'est l'Éthiopie, mais on peut considérer que ça fait partie... Je me suis un peu étendu. Oui, non, mais ça fait partie de l'Afrique subsaharienne au sens large, mais vous avez tout à fait raison. L'avenir, c'est la délocalisation de la délocalisation, qui ira de la Chine, dont les taux de salaire augmentent beaucoup, et de l'Inde, dont les taux de salaire sont aussi très élevés, et aussi où la formation des ingénieurs n'est pas bonne, les ingénieurs indiens sont assez mal formés pour l'instant, vers l'Afrique. Et je suis convaincu que le 21e siècle, c'est largement le siècle africain, 1 milliard d'habitants qui vont devenir 2 milliards. Et pour nous, Français, c'est fondamental, parce que grâce à l'Afrique, si nous maintenons notre position linguistique, nous sommes la seule langue dont le nombre de locuteurs va tripler en 30 ans. Nous allons passer de 220 millions à 700, certains disent même 1 milliard. Et en raison des nouvelles technologies, la langue, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est la langue de l'éducation, c'est la langue des métiers d'Internet, c'est la langue de ce qu'on peut faire à distance en termes de services, de la santé, etc. Et donc, nous avons un potentiel, grâce à l'Afrique, nous, Français, d'avoir une communauté francophone aussi intégrée que l'Union européenne, qui nous donnera vraiment une puissance très forte. Ça, c'est le côté positif, surtout pour la France. Mais deux questions quand même qui amènent réflexion. Est-ce que d'abord, c'est un nouveau
low cost, et dans ce cas-là, avec les craintes qu'on a eues notamment en matière de droits de l'homme. Et qu'est-ce que deviennent les anciens pays, justement, producteurs, comme la Chine, et qui seront maintenant peinés de ne plus voir ça chez eux? C'est une très bonne chose que ce qui se passe en Chine. Je vous ai dit, et ça devrait frapper l'opinion, en 2050, au rythme actuel, la Chine a un niveau de vie par habitant qui est celui de la Suède d'aujourd'hui, vous imaginez. Donc on ne peut pas... c'est formidable si le niveau de vie des Chinois augmente. Ça veut dire qu'ils vont consommer d'autres produits, être en situation de venir en France comme touristes de façon massive. Et le tourisme va devenir pour nous une vraie industrie de masse. Il faut prendre conscience que les classes moyennes du monde entier vont vouloir venir en Europe et évidemment en France. Donc c'est une industrie gigantesque pour nous, c'est pas du tout anecdotique. Et nous avons intérêt à ce que ces pays se développent. Et si la délocalisation se déplace vers l'Afrique, ça permettra à l'Afrique de créer sa classe moyenne qui elle-même entraînera, si les processus de répartition sont plus justes, vers la lutte contre la pauvreté en Afrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers concernant les droits de l'homme? Bien sûr, les dangers sont là, mais les dangers sont encore plus là en Inde et en Afrique aujourd'hui quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de classe moyenne. Et évidemment, notre regard, c'est de surveiller, comme on aurait dû le faire au Bangladesh et comme on devrait le faire en Chine et comme on doit le faire en Afrique, en particulier dans l'Afrique que nous connaissons mieux que d'autres, pour éviter l'exploitation. Mais à l'heure où nous parlons, ce soir, il y a 1 milliard de personnes qui vont se coucher en ayant faim. Ça, c'est le pire des violations des droits de l'homme. On parlait de l'Inde en début d'entretien, Jacques Attali. Est-ce que la chance pour l'Inde, c'est tout simplement, économiquement parlant, la hausse des exportations et puis la hausse des investissements? Qu'est-ce qu'on peut encore investir en Inde, vous qui le faites d'ailleurs? L'Inde, c'est bientôt 1,5 milliard d'habitants. C'est des besoins absolument gigantesques de toutes sortes. C'est un lieu d'investissement étranger considérable possible. Toutes les entreprises européennes devraient être en Inde pour le marché indien. Et c'est d'ailleurs ce que fait aujourd'hui plusieurs entreprises françaises qui ont compris qu'il faut produire en Inde pour le marché indien, en particulier des automobiles. L'Inde est le marché, évidemment, le grand marché de l'automobile de demain, c'est l'Inde. Là, vous allez quand même à l'encontre des gens qui disent qu'il faut faire du Made in France. Vous ne vendrez pas une voiture française fabriquée en France en Inde. Par contre, vous pouvez vendre une voiture française fabriquée en Inde. Et même, un jour, vous vendrez des voitures françaises fabriquées en Inde en France. Mais d'ailleurs, les Indiens sont propriétaires de 2 marques anglaises de luxe, donc c'est quand même... Et en France, eh bien, on fabriquera les logiciels qui permettront de fabriquer en Inde des voitures françaises. C'est ça qui est l'avenir. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Dans un petit instant, Laurent Guy...